Bienvenue sur Géopolitis. Les 22e Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent dans quelques jours à Sotchi, en Russie. Sotchi, jusqu'à sa désignation par le comité olympique en 2007, c'était plutôt synonyme de plage et de palmiers. Organiser là-bas une édition des JO d'hiver, c'est un peu comme si on avait choisi des villes comme Nice ou Gênes, qui d'ailleurs se situent à la même latitude que Sotchi. Va donc pour la Russie, pour Sotchi et surtout pour Vladimir Poutine. Bien avant Poutine, il y a eu Staline. Pas de comparaison, mais juste un point commun, car si le président russe aime beaucoup Sotchi, c'est le dictateur soviétique qui a fait se développer la ville. Le petit père des peuples exigeait qu'on lui construise une station balnéaire avec sanatorium. Il s'était fait édifier une belle datcha et de fait, Sotchi a longtemps été, après Staline, le lieu de repos de tous les dignitaires russes de Brejnev à Yeltsin. Sotchi, ce n'est pas étonnant, c'est devenu le jouet de Poutine, son projet, ses Jeux Olympiques. Géopolitis décrypte cette curieuse appropriation dans un contexte, celui du Caucase, qui n'est pas sans danger ni pour le Kremlin, ni pour les Jeux. Le Caucase, parlons-en. Sotchi se situe dans la région de Krasnodar, au pied du massif caucasien, donc tout au sud-ouest de la Russie, bien loin de Moscou. Une région sensible, connue pour ses foyers indépendantistes, voire terroristes, la Tchétchénie par exemple, ou l'un des pays voisins comme le Daghestan. On se souvient de la gigantesque prise d'otages dans une école de Beslan, sauvagement réprimée avec des centaines de morts parmi les enfants otages. Oui, cette région du Caucase est dangereuse car instable et du reste, certaines mouvances islamistes extrémistes ont clairement menacé de passer à l'acte à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Vladimir Poutine, pour sa part, reste fidèle à ses choix et à sa ligne. Il déclare que Sotchi 2014, ce sera le plus grand événement de l'histoire post-soviétique. Un projet qui, selon lui, a pour objectif de démontrer au monde que la Russie sait et peut jouer dans la cour des grands. Les derniers JO en Russie, ou plus exactement dans l'URSS de l'époque, c'était en 1980 un mauvais souvenir, avec le boycott d'une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. Cette fois, tout le monde viendra à Sotchi. Poutine a payé de sa personne. Tenez, lui qui ne parle jamais une autre langue que le russe, en public du moins, le voilà qui s'exprime en anglais et même en français. Séquence historique, c'était en 2007 à Guatemala City lors de la présentation de la candidature de Sotchi. And we shall be happy to see you in Russia and in Sochi as our guests. Monsieur le Président, membres du CIO, mesdames et messieurs, soutenez s'il vous plaît le rêve olympique de millions de Russes qui attendent votre décision avec l'espoir. Je vous remercie. 50 milliards de dollars, ce sera probablement la facture totale de ces JO de Sotchi, les Jeux les plus chers de l'histoire. Vancouver, les derniers JO d'hiver, avaient coûté 2 milliards de dollars. Il est vrai qu'à Sotchi, il n'y avait rien, aucune infrastructure, il fallait commencer à zéro. L'État a mis beaucoup d'argent. Allons à Sotchi, l'un des plus grands chantiers du monde, un sujet réalisé et commenté par Delphine Gianora. Une flamme olympique dans l'espace, ça ne s'était jamais vu. Eh bien, Vladimir Poutine l'a fait. Depuis le début du dossier jusqu'à l'annonce de la désignation de Sotchi, Poutine a fait de l'obtention de ces Jeux une affaire personnelle. Le président russe a une résidence à Sotchi où il reçoit ses hôtes l'été. En hiver, il skie à Krasnaya Poliana. Et il a fallu tout construire. 95% des infrastructures n'existaient pas. Poutine a vu grand. Des routes, un aéroport international, un métro aérien. Tout s'organise autour de 2 sites principaux. Sotchi pour les sports de glace. Et à 50 km de là, dans les montagnes, Krasnaya Poliana pour les épreuves de sport de glisse. Entre les deux, des liaisons toutes nouvelles par la route ou par le rail. 77 ponts et 12 tunnels ont été construits. C'est un conglomérat public, Olimstroï, qui est chargé de 70% des travaux. Olimstroï a été montré du doigt par plusieurs enquêtes de corruption. Pour le reste, Poutine a demandé de l'aide à ses amis oligarques. Et là aussi, il y a eu détournement de fonds. On les estime à 20 milliards de dollars.
Pour exemple, la route qui relie l'aéroport à Krasnaya Poliana a coûté 5 milliards de dollars. Un journal russe a calculé que pour le même prix, on aurait pu la paver de caviar. Le Caucase du Nord est non seulement l'une des régions les plus pauvres de Russie, mais aussi l'une des plus dangereuses. Le quotidien, ce sont souvent des attentats et des attaques contre les forces de l'ordre. Doku Umarov, ennemi numéro 1 du Kremlin, appelé l'émir du Caucase. Il revendique plusieurs attentats, dont ceux du métro de Moscou en 2010 et celui de l'aéroport en 2011. Dans une vidéo récente, il appelle à empêcher par tous les moyens la tenue des Jeux. Au Daghestan voisin, la violence a augmenté ces derniers mois. 295 actes terroristes ont été commis en 2012, soit 3 fois plus que l'année précédente. La sécurité maximale sera donc de mise durant les Jeux Olympiques. Le budget, 1,4 milliard d'euros. 40 000 policiers supplémentaires sillonneront les rues de Sotchi. Tout sera surveillé par les services secrets russes, des conversations sur téléphone portable aux connexions Internet. En plus des 5000 caméras de surveillance, des drones et même des détecteurs de sous-marins. Sans compter une interdiction de manifester officielle durant une période de 10 semaines avant, pendant et après les Jeux. La communauté gay se mobilise contre ces Jeux. En 2013, la Douma a en effet voté une loi interdisant la propagande homosexuelle. Pour rappel, en Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Droits de l'homme encore. Pour construire toutes ces installations sportives, 60 000 travailleurs ont été embauchés, la plupart sous-payés ou pas payés du tout. Pas de contrat de travail obligatoire, salaire moyen d'1,50 € par heure ou confiscation de passeports dans certains cas. L'environnement également a été peu respecté lors des travaux de construction. Des parcs naturels ont été saccagés, les chantiers ont engendré des tonnes de déchets provoquant des effondrements de terrain. Enfin, le site de Krasnaya Poliana a été construit sur le lieu même d'un massacre par l'armée du Tsar d'un peuple du Caucase, les Circassiens, il y a 150 ans. L'histoire, elle aussi, est comme bouleversée par ces Jeux. L'invité de Géopolitis, Nicolas Hayot, qui est professeur à l'Université de Fribourg, plus précisément de l'Institut de l'Europe orientale et centrale. Vous connaissez bien la Russie, vous connaissez le personnage Poutine. Est-ce qu'on a raison de dire que ces Jeux olympiques, ce sont les Jeux de Vladimir Poutine ? Absolument. C'est Poutine, il les a voulus depuis le début. Ces Jeux sont étroitement liés avec finalement son ascension, avec son règne. Et on peut dire vraiment, ce sont les Jeux de Poutine. Alors, il les a obtenus. Il a fait ce qu'il fallait pour les obtenir. Il les a organisés. Qu'est-ce qui va en résulter pour lui ? Il est déjà président, il a été réélu. C'est quoi son but ultime ? On peut situer ce but à plusieurs niveaux. Au niveau international, on a des buts qu'il partage avec d'autres nations qui ont organisé des Jeux olympiques comme la Chine, c'est-à-dire augmentation du prestige, montrer au monde entier que la Russie est de retour, qu'après toutes ces années d'agonie, de crise, la Russie est enfin là. Il est arrivé au milieu du monde moderne, capitaliste, et voilà. Et puis, par contre aussi, au niveau à l'intérieur, ça fait partie quand même d'un immense projet de modernisation que Poutine continue à poursuivre, non seulement à la fois en Russie, mais aussi, surtout aussi dans le Caucase du Nord. Et on pourrait dire aussi, tout ça va contribuer aussi à la réputation, à la légitimité de son régime. Dire que nous avons fait quelque chose de bien pour les Russes. C'est pas uniquement des Jeux pour le monde international, pour le monde en général, mais pour la Russie aussi. Bon, très sincèrement, est-ce que le citoyen russe, il va gagner quelque chose après l'organisation de ces Jeux olympiques ? Au niveau de son enrichissement personnel, au niveau de la crédibilité, au niveau des droits de l'homme ? Le Russe moyen, il obtient quelque chose ? Non. On s'en sort aussi dans les sondages, bien que une grande partie des Russes sont tout à fait favorables, sont même fiers qu'on organise ces Jeux maintenant en Russie. C'est la première fois depuis les années 80, n'est-ce pas ? Depuis Moscou, où il y avait eu un boycott. Voilà, tout à fait. Et donc là, ils sont fiers. Mais par contre, quand vous voulez poser la question, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Et puis, qu'est-ce qu'ils pensent de la façon dont les Jeux sont organisés, avec la corruption, tout ça ? Là, c'est beaucoup plus mitigé, n'est-ce pas ? Vous retenez-vous le motif de corruption ? Pour vous, s'il n'y a pas de doute ?
Il y a, avec les coûts qu'on a présentés, n'est-ce pas? Maintenant, on n'arrive pas seulement à 50 milliards, même 60 milliards. C'est pas possible. Ce sont des jeux hors de prix, ça tout le monde est d'accord. Hors de prix. Et puis, bien sûr, évidemment, les Russes vont dire une bonne partie, qu'on peut mettre une bonne partie sur le compte des immenses infrastructures qu'on a dû organiser, qu'on a dû mettre sur pied à Sochi. C'est vrai aussi. Mais il y a tellement de rapports aussi sur les pots de vin, les dessous-tables qui ont été versés dans l'entourage des copains de Poutine qui ont justement cofinancé. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça qui continue et qui contribue à donner une mauvaise image de la Russie? Là encore, on s'aperçoit que c'est un pays plein de corruption. Bien sûr. Le régime, évidemment, pose une sorte d'écran, une sorte de... Les jeux sont là justement pour cacher ça, pour montrer finalement que tout est normal, mais c'est vrai, derrière tout ça apparaît quand même un régime qui ne veut pas se démocratiser. C'est pas une démocratie, c'est un régime qui a énormément de problèmes avec la corruption, et puis c'est vrai, mais comme en Chine aussi. Les droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Ça va certainement pas améliorer l'image à ce niveau-là. Donc on a un peu l'impression quand même que Poutine, là, il va pas faire une démonstration tout à fait probante. Mais les jeux vont être magnifiques, ça va être certainement des jeux incroyablement beaux, tout ce que vous voulez. Et tant mieux d'ailleurs pour les sportifs. Absolument, pour les sportifs, tout va bien, n'est-ce pas? Mais puis après, la question de savoir est-ce que ce pari joue, parce qu'il n'y a pas seulement le côté grossier, mais il y a aussi le côté est-ce que ces jeux vont pouvoir contribuer à cette immense idée de développement de la région et de la Russie, parce qu'il n'y a pas uniquement le jeu, il y a aussi il y a les jeux, il y a Sochi, et puis il y a toute cette région du Caucase, une région dangereuse, on l'a vu dans le reportage. Ça va contribuer à améliorer les choses dans cette région du Caucase, notamment du Caucase Sud. C'est quand même intéressant. C'est 2007 que Poutine a reçu donc les Jeux, n'est-ce pas? 2008, ils font la guerre avec la Géorgie. 2010, on crée cet immense district fédéral du Caucase du Nord, qui montre à quel point la Russie veut stabiliser, en tout cas, parallèlement donc à l'organisation des Jeux, veut stabiliser. Poutine veut maintenir toute cette région. Absolument. Et ces Jeux sont censés contribuer aussi à votre économie. Nous avons cette région absolument difficile, compliqué, traversé par des multitudes. Au niveau de l'ethnie, des ethnies notamment. Voilà, tout à fait. Et il ne faut pas oublier, évidemment, c'est une région, évidemment, sans Russes, n'est-ce pas? Le Caucase du Nord c'est essentiellement ces 4-5 républiques ethniques qui sont musulmans, n'est-ce pas? Alors, et Sochi fait partie, évidemment, de notre, de Krasnodar, n'est-ce pas? Qui est évidemment plutôt russe, n'est-ce pas? Donc, dans le meilleur des cas, les Jeux servent au pouvoir central à affirmer son autorité dans toute cette région. En tout cas, c'est l'idée, n'est-ce pas? Alors, de là, pense après l'idée que ça va être le cas. Mais si ça n'est pas le cas, s'il y a des incidents, c'est la preuve que le pouvoir central ne contrôle pas toute cette immense Russie. C'est pour ça, je suis convaincu que ça va jouer le pari, parce que Sochi va être une forteresse incroyable. C'est un site complètement militarisé et sécurisé. Il n'y a aucun doute, il n'y aura aucun incident. Aucun incident. Si vous comparez les effectifs de police et de militaires qu'ils ont placés là-bas, le dispositif de sécurité. Il y a plus d'officiers de sécurité que de sportifs. On peut, bien sûr. Par carité, on pourrait dire comme ça. Donc, vive les Jeux, vive Sochi, et puis pour la Russie, on verra. On verra comme ça, voilà, tout à fait, oui. Merci, Nicolas Ayot. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Université de Fribourg, plus exactement de l'Institut de l'Europe orientale et occidentale. Merci à vous. Merci. C'est devenu une habitude. Chaque fois qu'on se rapproche dans le temps du lancement des Jeux Olympiques, un mot d'ordre circule, le boycott. Il faut boycotter les Jeux, ordonnent ceux qui, à tort ou à raison, là n'est pas le problème, estiment que le pays hôte n'est pas digne de recevoir une telle épreuve olympique. Sochi n'échappe pas à la règle, en raison, entre autres, des prises de position de Vladimir Poutine sur une législation clairement anti-homosexuelle. Plus que les Jeux d'hiver, ce sont généralement les Jeux olympiques d'été qui sont la cible des boycotteurs. On se souvient de Moscou en 1980. Et plus récemment, on garde en tête les nombreuses manifestations appelant au boycott des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il faut boycotter les Jeux, lancent ceux qui, en fait, devraient affirmer, ce serait plus correct, il faut punir le pays qui accueille les Jeux. La nuance est importante, car les Jeux, eux,
que l'on sache, ne sont pas responsables des faits et gestes des pays hôtes. Quant aux athlètes, la question se pose de savoir pourquoi donc on devrait, en boycottant les Jeux, les priver d'une compétition sportive à laquelle ils ont droit et pour laquelle ils se sont entraînés pendant des années. Un boycott des Jeux n'est donc pas seulement injustifié, il est injuste. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et la commenter. À votre disposition, tout un ensemble d'extraits vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.